internautes, bonjour. Le 11 mai 1973, un jeune intellectuel sénégalais du nom de Omar Blondin Diop a été retrouvé mort à l'âge de 26 ans en prison sur l'île de Gorée. 51 ans après, un jeune d'à peu près le même âge revient sur les parcours d'Omar Blondin Diop. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons Florian Bobin, étudiant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au département d'Histoire. Il est auteur du livre Cette si longue quête, vie et mort d'Omar Blondin Diop. Florian, bonjour. Bonjour. Il y a 7 mois, en octobre 2023, vous publiez un ouvrage qui recensait les écrits d'Omar Blondin Diop. Quelle est l'origine de cet intérêt qui semble être une passion pour l'homme? Alors déjà, merci de me recevoir ici, à CédeWeb. Cela fait 5 à 6 ans que je mène des recherches sur Omar Blondin Diop. Je les ai entamées au mois de mai 2018, au moment du 45e anniversaire de la mort d'Omar Blondin Diop, qui coïncidait au 50e anniversaire de mai 68, ce mouvement international, à la fois entre la France, le Sénégal et les pays du monde entier, avec cette jeunesse estudiantine qui s'est soulevée. Ce qui m'a intéressé dans l'histoire d'Omar Blondin Diop, c'est cette figure d'un jeune intellectuel, philosophe, passé par des grandes écoles françaises, qui a décidé de s'en détacher, d'être en rupture vis-à-vis de celle-ci, qui, quelques années plus tard, est retrouvé d'abord incarcéré sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, et puis qui est retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Gorée. Senghor, premier président sénégalais, par ailleurs présenté comme grand humaniste et poète. Et j'ai trouvé qu'il y avait là une contradiction entre l'image qui était dépeinte du premier président du Sénégal et la réalité de son action politique incarnée par la mort d'Omar Blondin Diop. J'ai donc essayé de creuser davantage et j'y ai trouvé, lors de cette si longue quête de recherche, un personnage qui pourrait même être un personnage de roman, qui a vécu plusieurs vies, malgré la sienne qui a été écourtée si tôt, qui a non seulement combattu dans des mouvements de son époque, mais qui a également réfléchi. Et c'était justement le sens de ce recueil de textes que j'ai compilé, à partir d'archives manuscrites d'Omar Blondin Diop, qui avaient été conservées dans la maison familiale d'Omar Blondin Diop, et qui mènent finalement à la publication de la biographie que j'ai écrite. Par pure curiosité, Omar Blondin Diop est parti du Sénégal pour faire ses études en France. Vous étiez au Sénégal, vous êtes parti, vous êtes revenu, Omar Blondin Diop est revenu. N'êtes-vous pas en train de suivre le même parcours que lui? Bon, ce serait peut-être pas à moi de dire cela, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des relations, en tout cas entre nos parcours. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai pu effectivement mener ces recherches entre le Sénégal et la France, puisque c'est les deux territoires autour desquels lui a navigué. Il a effectivement passé son enfance au Sénégal, ensuite son âge de jeune adulte en France, expulsé de France, revenu au Sénégal, et j'ai un parcours pas tout à fait pareil, mais effectivement j'ai passé mon adolescence ici, j'ai fait mes études d'histoire en France et je suis revenu ici il y a quelques années. Ce dont on va parler maintenant, c'est lorsqu'on suit le parcours de Omar Blondin Diop, sa postérité, on ne peut s'empêcher de penser à la part romantique du révolutionnaire. Peut-on, en ce sens, le comparer à une autre figure de la révolution, telle que Che Guevara? Effectivement, les figures révolutionnaires restent dans le temps, souvent par des images devenues iconiques. Celle de Che Guevara, c'est cette photo-là. On le voit avec son béret étoilé. La photo qui reste dans l'histoire comme sorte de portrait d'une icône, c'est cette photo d'Omar Blondin Diop en train de tenir un magazine avec la main gauche et en train de tenir une cigarette avec la main droite. C'est vrai que les destins tragiques souvent des révolutionnaires, à l'image de Che Guevara, à l'image d'Omar Blondin Diop, mort en prison, font état de beaucoup de fantasmes, de beaucoup de romantisation aussi de leurs histoires.
Donc en ce sens, oui, on peut dire que, et d'ailleurs c'était une des déclarations d'un de ses camarades à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort, qu'Omar Blondin Diop est un peu le Che Guevara africain. Leurs destins sont bien évidemment différents, leur trajectoire également, mais la fin tragique fait que, naturellement, euh, Omar Blondin Diop figure désormais dans ce qu'on peut appeler le panthéon des résistants sénégalais et est connu pour, avant tout, sa mort aujourd'hui. Omar Blondin Diop a commencé son militantisme politique en France en étant actif notamment dans le mouvement de mai 68. Quelle était sa ligne politique et ses principales revendications une fois de retour au Sénégal? Alors effectivement, il s'est inscrit dans une jeunesse qui était empreinte de marxisme, donc vraiment ancrée à gauche, à l'extrême gauche. Euh, et lors de son retour au Sénégal, puisqu'il a été expulsé de France un an après sa participation au mouvement de mai 68, lui a participé à la formation des embryons des cellules maoïstes. Donc le maoïsme qui est une variante du marxisme, empreinte des idées de Mao Tse-tung, le président de la Chine de l'époque, qui considérait que c'était la paysannerie qui était la force révolutionnaire première. Et qu'il fallait par là même contribuer à l'encerclement des villes par les campagnes. Que c'était d'abord la force paysanne, la force motrice de la révolution. Donc c'est dans ce paradigme idéologique-là dans lequel Omar Blondin Diop s'est inscrit. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que lui, bien qu'il se soit intéressé à différentes variantes du marxisme, ne s'est jamais revendiqué d'une seule chapelle politique. Il n'était pas dogmatique dans son rapport à l'idéologie. Et pourquoi, selon vous? Je pense parce que non seulement son cursus, mais aussi sa façon de réfléchir librement lui interdisait de n'obéir qu'à une orientation politique. Il s'intéressait à, disons, tout le spectre marxiste de l'époque. Donc ça allait du marxisme plutôt version soviétique, dont il s'est très rapidement défait, ensuite le maoïsme, ensuite l'anarchisme, le trotskisme, le situationnisme. Il a eu peut-être une plus longue période autour du maoïsme, qui, dans le contexte du Sénégal, donnera naissance à Ande Diouf quelques années plus tard. Mais il n'était pas arrimé à une idéologie et il puisait ce dont il avait à prendre de chaque idéologie, mais en tâchant aussi de penser le plus librement possible. Est-ce que ces idées, son action, a suscité l'adhésion dans les masses populaires au Sénégal? À l'époque, c'était un contexte de parti unique, avec une répression sévère qui rappelle celle de ces dernières années. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Oui, on y reviendra. Mais en l'occurrence, le parti unique a généré ce qu'on appelle la clandestinité. C'est-à-dire que l'action politique, sous toutes ses formes, était interdite, en dehors du cadre autorisé par l'État, autour du parti au pouvoir à l'époque, qui était l'Union progressiste sénégalaise, qui deviendra le Parti socialiste, mené par Léopold Sédar Senghor, le président de la République. Dans ce contexte-là, les formes de la mobilisation politique étaient, disons, conditionnées par un cloisonnement de l'information, de l'action. Et donc, en réalité, ceux qui étaient actifs politiquement se comptaient sans doute par centaines, voire par milliers. Mais on ne peut pas considérer que c'était un mouvement de masse. Du fait des conditions très rigoureuses de l'engagement politique et des conséquences qui venaient avec la découverte de l'engagement politique. Est-ce que son statut d'homme intellectuel ne posait pas aussi un barrage pour accéder justement, pour que son discours puisse accéder aux masses populaires? C'est vrai qu'il y a souvent une distance qui peut se créer entre les intellectuels et les masses populaires. Lui, en tout cas, à son retour au Sénégal, c'est vrai qu'il n'avait pas vécu au Sénégal pendant une dizaine d'années, il y retournait régulièrement, mais c'est un pays qu'il redécouvrait. Et d'ailleurs, dans certaines des lettres que la famille a conservées, que j'ai pu consulter et que j'ai inscrites dans le récit du livre, effectivement, lui se rend compte qu'il y a des parts de la société sénégalaise qu'il ne comprend plus et qu'il veut à nouveau saisir. Avec le temps, néanmoins, il s'est inscrit dans les milieux politiques, militants et artistiques. Il s'est réadapté au son du Wolof. Il était par ailleurs également, une partie de sa famille habitait au Mali, et il était locuteur courant du Bambara. Et donc il était entre ces différents espaces, entre le Sénégal et le Mali, entre Dakar et Bamako. Lui, en tout cas, dans ses projets, avait notamment cette idée d'un projet de théâtre urbain qui devait dire ce qui intéresse et ce qui anime le peuple. Donc en fait, ce serait un théâtre
dans lequel les acteurs ne seraient pas des acteurs factices, mais des acteurs de personnes qui jouent leur propre rôle. Donc par exemple, si c'est des marchands au marché qui doivent être représentés sur scène, ce sont elles-mêmes qui vont se représenter. Même chose pour... C'est comme ce qu'il a lui-même fait. Oui, c'est comme effectivement ce que lui avait fait quelques années auparavant dans le film La Chinoise de Jean-Luc Godard. Et c'est ce que, par ailleurs, le laboratoire Agitart mettra en action quelques années plus tard. Et c'est ce concept du théâtre populaire où chacun joue son propre rôle. Donc dans ses projets, dans ses réflexions et aussi dans son acclimatation au Wolof, il a tenté de joindre cette figure de l'intellectuel qui réfléchit, mais qui est aussi actif dans les mouvements de base. Au début des années 70, des actions violentes se produisent. Incendie du Centre culturel français à Dakar et du ministère des Travaux publics dont ses frères ont pris part. Il y a aussi le projet d'attaque du cortège du président français Pompidou en visite à Dakar. Omar Blondin Diop était-il un adepte de l'action violente? Alors à ce moment-là, lui était adepte des... qu'on peut appeler des actions d'éclat. Donc c'est le type d'activité auquel il s'était adonné lorsqu'il était en France, à travers l'occupation par exemple de la tour administrative de la faculté de Nanterre. C'était des actions d'éclat pour attirer l'attention médiatique sur un sujet et puis ensuite développer une réflexion critique autour de celle-ci. Lui n'a pas fomenté le projet d'attaque sur d'abord l'incendie sur le Centre culturel français et cette annexe du ministère des Travaux publics, puisqu'en fait celle-ci s'est déroulée alors qu'il était retourné en France. Qu'en fait Omar Blondin Diop est expulsé de France en 69, il passe l'année 70 et une partie de l'année 71, plutôt les 69 et 70. En fin 69. Voilà, c'est ça. Il retourne en France plutôt en fin 70. Donc au moment où l'incendie ça se éclate, disons, au Centre culturel français, lui n'est pas physiquement sur place. Par contre, effectivement, il avait contribué à la conscientisation de ses frères et de ses camarades, dans un groupe d'une quinzaine, vingtaine de jeunes, qui eux mèneront cette action d'incendie sur le Centre culturel français. C'est vrai que dans les différentes tendances idéologiques desquelles il s'inspirait et qu'il a transmises à ses frères et camarades, il y avait certaines tendances qui étaient pour l'action directe. Par exemple, les Tupamaros en Uruguay, qui étaient pour l'action directe, de même que le parti des Black Panthers aux États-Unis, pour l'émancipation noire aux États-Unis. Lui n'était pas présent et sans doute n'aurait peut-être pas avalisé le projet d'incendie, mais ses frères et camarades l'ont mené, et 3 semaines plus tard, au moment de la visite du président français Georges Pompidou à Dakar, effectivement ils ont tenté de passer à l'acte. Ils ont été arrêtés avant de pouvoir passer à l'acte, et leur arrestation a, disons, provoqué un basculement dans le destin de Omar Blondin Diop. D'accord. En 1969, il est expulsé de la France alors qu'il retournait pour poursuivre ses études. Un an après la décision de son expulsion, la décision de son expulsion est levée. Quelles étaient les relations entre Senghor, dont on dit que la levée de cette expulsion-là et dont il était le maître d'œuvre, et Omar Blondin Diop? Y avait-il une relation de méfiance entre les deux? Oui, c'était une relation à distance. Ils se sont rencontrés à une reprise, une rencontre que je décris dans l'ouvrage. Omar Blondin Diop connaissait forcément Senghor du fait de l'aura dont il jouissait en France en tant que l'une des figures du courant de la négritude. Et assez rapidement, il y a eu des parallèles qui ont été dressés entre Senghor et Omar Blondin Diop. Du fait qu'ils ont tous les deux fait leurs études secondaires au lycée Louis-le-Grand, que Senghor avait tenté le concours pour l'école normale supérieure et a échoué, mais un concours que Omar Blondin Diop a réussi. Donc assez rapidement, on dresse un parallèle, on se dit, naturellement, Omar Blondin Diop pourrait être un successeur de Senghor, à défaut d'être à la tête du pays, mais en tout cas au sein de l'administration, de la haute administration sénégalaise. Il y a également à l'époque ses camarades et ses frères qui sont actifs dans le mai 68 sénégalais, qui a été réprimé par le régime de Senghor, et donc il y a cette relation à distance. Lorsque Omar Blondin Diop se fait expulser de France,
Senghor estime que les étudiants qui sont dans les grandes écoles françaises, les Sénégalais qui y sont, doivent pouvoir continuer leurs études. Et donc, il commence assez rapidement à mener une campagne auprès du président français de l'époque, Georges Pompidou, qui était par ailleurs un ancien camarade de classe de Senghor, pour que cette mesure d'expulsion soit levée. Ça l'arrangeait également puisque Omar Blondin Diop à cette époque était assez actif dans les amphithéâtres du campus de l'université de Dakar et il jouait un peu le rôle de trublion. Donc ça l'arrangeait qu'il ne soit pas à Dakar pour continuer à mener la contestation post-mai 68. Finalement, avant la levée de la mesure d'expulsion, dont Omar Blondin Diop avait été frappé, il rencontre Senghor au palais, une rencontre qui sera très rapide. Omar Blondin Diop n'adressera pas la parole à Senghor, à part deux phrases laconiques à la fin. Finalement, sa mesure sera effectivement levée. Et pour poursuivre sur cette idée d'une relation à distance entre les deux, après la mort d'Omar Blondin Diop, Senghor s'est présenté devant la presse pour présenter Omar Blondin Diop comme un ami de son fils. Donc c'est pour dire qu'il y avait des relations à distance, mais c'était évidemment des relations assez froides. Et à mesure que le temps passait, des relations qui ne se sont jamais concrétisées dans le sens d'un dialogue entre les deux, quoi. Ce même Senghor est accusé d'être le responsable de la mort d'Omar Blondin Diop. En était-il le commanditaire? Alors, je ne pense pas que Senghor était commanditaire de la mort d'Omar Blondin Diop. Toujours est-il que Senghor, le président, a décidé de défendre la thèse officielle et a tout fait pour que cette affaire d'État reste sous le tapis. Pour précision, Omar Blondin Diop a été donc arrêté en 1972 à Bamako dans le cadre d'un projet de sa part de faire libérer ses frères et camarades arrêtés justement à Dakar. Absolument dans cette affaire d'attaque déjouée sur le cortège de Pompidou, arrêté à Bamako. Il a été jugé à Dakar et incarcéré sur l'île de Gorée, là où se trouvait une prison pour les détenus politiques, et retrouvé mort dans sa cellule le 11 mai 1973. C'est une mort qui très rapidement a été présentée par l'État sénégalais comme un suicide par pendaison, malgré un nombre très important d'éléments de l'enquête qui indiquent qu'il s'agit davantage d'un homicide, qu'il soit volontaire ou involontaire, le résultat est le même. Et effectivement, Senghor, qui à mon avis n'en a pas été le commanditaire, mais en tout cas a contribué à étouffer l'affaire. D'accord. Pour revenir à la période actuelle, certains font un rapprochement entre l'évolution politique de ces années-là, les années d'Omar Blondin Diop, et celles qu'on a connues au Sénégal ces, disons, 3 dernières années. Macky Sall égale Senghor, Omar Blondin Diop égale Ousmane Sonko. Ce raccourci vous semble-t-il juste? C'est un raccourci, évidemment tout raccourci est compliqué à tenir. Dans le fond, je n'irai pas jusqu'à comparer Omar Blondin Diop à Ousmane Sonko, dans la mesure où Omar Blondin Diop était déjà trop jeune pour concourir à la présidence, et d'ailleurs c'était pas tout à fait la finalité de son action politique. Je comparerais peut-être davantage, s'il devait y avoir comparaison, la forme militante d'Omar Blondin Diop à celle aujourd'hui du FRAPP, le Front pour les révolutions anti-impérialistes populaires et panafricaines, dirigé par Guy Marius Sagna. Effectivement, dans la préface de mon ouvrage, rédigé par Boubacar Boris Diop, il dresse en effet un parallèle. Tout parallèle est forcément imparfait, mais il dresse un parallèle. Il dit qu'effectivement Guy Marius Sagna serait peut-être celui qui aujourd'hui incarne le mieux les idéaux portés par Omar Blondin Diop. Pour ce qui est de la comparaison entre Léopold Sédar Senghor et Macky Sall, il est évident que ces 3-4 dernières années, la séquence de ce qu'on pourrait appeler les années de plomb entre 2021 et 2024, le parallèle se fait effectivement assez aisément. Et j'irais même jusqu'à dire que sous Senghor, il s'agissait d'un régime à parti unique, mais il y a eu beaucoup plus de morts sous le régime de Macky Sall que sous le régime de Senghor. Alors, quand bien même que le régime de Macky Sall quand bien même le régime sénégalais sous la présidence de Macky Sall est censé en être un d'un démocratisme et d'un multipartisme intégral. Effectivement, les méthodes de la violence abattue par l'État sous le régime de Senghor se sont retrouvées de manière très forte ces 3 dernières années, entre 2021 et 2024,
à travers l'arrestation de dizaines, centaines et plusieurs milliers d'opposants politiques, que ce soit des cadres de partis d'opposition ou des membres de cellules locales, le musellement de la presse également, et des jeunes manifestants qui ont trouvé la mort à hauteur de plus d'une soixantaine en 3 ans, alors que sous Senghor, il y a eu beaucoup de morts. Je pense notamment à la répression du 1er décembre 1963, à l'occasion de manifestations post-électorales après les élections législatives et présidentielles, les premières après l'indépendance du Sénégal. Le bilan officiel à l'époque était de 40 morts, mais en fait, en réalité, il s'agirait plutôt d'une plusieurs centaines de morts. Donc mon propos n'est pas d'amoindrir la férocité de la répression sous Senghor. Mais c'est vrai que ces 3 dernières années au Sénégal ont été très rudes, et le destin d'Omar Blondin Diop, en 1973, il y a 50 ans, rappelle celui des dizaines et des dizaines de jeunes qui ont été tués pour beaucoup par balles réelles ces dernières années. Est-ce que donc vous voyez dans la victoire électorale de PASTEF une revanche de Omar Blondin Diop sur le destin, quand on sait que son frère Diallo Diop est un soutien de ce mouvement? C'est vrai qu'il y a des passerelles, elles ne sont pas totales. PASTEF est une constellation de plusieurs courants politiques, parmi lesquels effectivement se trouvent des acteurs du mouvement de 68, autour notamment de l'idéologie panafricaniste, populaire, et d'un anti-impérialisme plutôt marqué à gauche. Donc il y a effectivement des tendances dans l'alternance qui font écho au combat d'Omar Blondin Diop et de sa génération. Et évidemment, cette alternance qui a été accueillie avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance par une partie importante de la jeunesse sénégalaise, marque, en tout cas dans les soutiens, une rupture électorale. Maintenant, pour la pratique, effectivement, il reste à voir ce qui sera fait de l'exercice du pouvoir. Mais en tout cas, c'est un certain nombre d'acteurs de l'époque, de la génération de Omar Blondin Diop, ont effectivement contribué à l'avènement de l'alternance de 2024. Vous avez parlé de l'exercice du pouvoir, et pour beaucoup de révolutionnaires ont déçu et sont parfois tombés dans la répression. Pensez-vous que Omar Blondin Diop aurait été un bon homme d'État? C'est une question quasiment impossible à répondre. Je ne pense d'ailleurs, je ne suis pas convaincu que c'était son objectif d'infiltrer l'appareil de l'État et d'en faire un exercice. Vous avez raison de souligner le fait qu'un certain nombre de personnes qui ont été actifs historiquement, notamment de cette gauche issue des années 68, a déçu. L'exercice du pouvoir n'est pas le même que sa conquête, et son exercice a été périlleux pour un certain nombre d'entre eux, qui effectivement, en l'absence d'une réforme et d'une refondation des institutions, se sont retrouvés à devoir assumer son exercice. Je ne pense pas qu'Omar Blondin Diop aurait ambitionné de briguer la présidence, ni même d'être dans l'appareil de l'État. Mais encore une fois, c'est impossible de répondre à cette question, puisqu'elle relève davantage de la politique fiction et d'une sorte d'histoire alternative qu'autre chose. Effectivement. Nous arrivons au terme de notre entretien. Nous recevions, je vous le rappelle, Florian Bobin, auteur du livre « Cette longue quête, vie et mort d'Omar Blondin Diop » aux éditions Dimsan. Merci à vous, Florian. Merci à vous, chers internautes. L'info, et on continue sur cette info.